Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles quotidiennement. Dans cette édition, vous entendrez le nouveau ministre d'État Pierre Dartout nous a accordé un entretien alors qu'il vient d'entrer en fonction et qu'il a prêté serment mardi devant le prince Albert II. Il nous détaillera la feuille de route transmise par le souverain, il reviendra sur son parcours et nous expliquera les défis qu'il entend relever à la tête du gouvernement princier. En ce 3 septembre, c'est une tradition. Monaco se souvient et commémore la libération. C'était le 3 septembre 1944. Nous reviendrons sur les différentes célébrations qui ont été organisées. Nous partirons à la rencontre de ceux qui, chaque année, font vivre ce souvenir en costume avec les véhicules d'époque. Et l'historien Frédéric Laurent viendra nous raconter comment la principauté a vécu cette journée de la libération. Le lancement du premier nanosatellite Made in Monaco, il a été mis sur orbite la nuit dernière par la fusée Vega. Nous vous donnerons des idées de sorties culturelles pour les jours qui viennent. Reportage également à la piscine du Stade Louis II qui a été entièrement rénovée. Mais pour débuter ce journal, tout de suite cet entretien donc enregistré dans la journée à la résidence du ministre d'État où Pierre Dartout a rencontré aujourd'hui la presse. Pierre Dartout, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Vous avez un agenda déjà très chargé. J'aimerais tout d'abord que l'on revienne sur cet instant solennel. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire français et vous avez prêté serment devant le prince Albert II mardi. Cela restera un moment fort et marquant. Oui, ça restera un moment fort et marquant, un moment émouvant pour moi-même et pour toute ma famille, puisque mon épouse et mes 5 fils étaient présents. Et ça a été pour nous un instant de fierté, d'honneur. Et nous en garderons un souvenir impérissable. Vous n'avez pas hésité une minute lorsque cette opportunité s'est offerte à vous de devenir ministre d'État? Alors, premièrement, je ne m'y attendais pas. Et quand on m'a fait la proposition, je n'ai pas hésité, effectivement. J'ai répondu favorablement parce que, encore une fois, c'est un grand honneur, c'est un très beau poste et qui présente toutes sortes de facettes. C'est un grand défi et je considère que c'était de mon devoir de le relever, d'autant que c'était, je le répète, un honneur et une fierté pour nous tous. Oui, alors comment appréhendez-vous ce rôle de ministre d'État, puisque votre grande expérience vous sera précieuse, mais le rôle d'un ministre d'État est tout de même un peu différent de celui d'un préfet. Tout à fait, c'est un rôle différent de celui du préfet. C'est un territoire différent, puisque c'est un État. Je l'appréhende différemment, bien entendu, mais je sais que d'ores et déjà, par exemple hier, à l'issue des entretiens que j'ai pu avoir au Conseil national, qu'il y a certaines problématiques qui se rencontrent ici et que j'ai connues ailleurs, et pour lesquelles l'expérience que j'ai pu avoir me sera utile. Mais c'est un poste, bien sûr, difficile, exigeant, qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'attention, beaucoup de dialogue. Et puis surtout aussi, c'est un poste particulier, parce qu'il nécessite bien sûr une fidélité et une loyauté totale à l'endroit du prince souverain. Le prince Albert II qui vous a remis mardi votre feuille de route, elle s'articule autour de 3 grands points que j'aimerais que nous détaillions ensemble. Le tout premier, c'est la poursuite d'un développement durable pour Monaco. Oui, parce que je crois que c'est dans l'identité, dans l'ADN de la principauté, comme l'a voulu le prince souverain depuis plusieurs années. Et puis je crois aussi qu'en termes d'attractivité, avec toutes les conséquences que cela peut avoir en matière économique, c'est un atout considérable aujourd'hui que d'afficher cette ambition en matière de développement durable. Et ce n'est pas parce que cette crise du Covid est venue, dont nous avons tous souffert, que nous devons oublier l'exigence d'aujourd'hui du développement durable et que nous devons toujours garder à l'esprit la nécessité d'atteindre les objectifs qui ont été fixés, et notamment pour ce qui concerne la principauté, un objectif ambitieux, mais indispensable et exemplaire pour le reste de la planète, qui est l'objectif de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le second point a trait à la sécurité.
Alors, la sécurité, c'est effectivement deux choses. D'abord, sur un plan de la vie quotidienne, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Et il n'y a pas de qualité de vie sans sécurité. La principauté est tout à fait exemplaire en la matière. Il y a des moyens importants qui sont mis en œuvre pour assurer la sécurité des habitants de la principauté ou de ceux qui viennent y travailler. Et je crois que là aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Le deuxième aspect, c'est que, tout comme l'environnement ou la qualité de vie, cela contribue très largement à l'attractivité d'un territoire. Des touristes viennent plus facilement dans un territoire où ils savent qu'ils sont en sécurité que dans un territoire où ils savent qu'il peut y avoir des problèmes de sécurité. Alors, le défi, là aussi, c'est de savoir toujours s'adapter à l'évolution de la délinquance, de l'insécurité, qui utilise aujourd'hui toutes sortes de moyens nouveaux, et donc répondre à ce défi, s'adapter en permanence. Et je sais qu'ici, il y a la culture nécessaire pour cette adaptation permanente. Enfin, au cœur de cette crise inédite internationale, le troisième point de votre feuille de route porte sur la politique de relance, de reprise. Alors, c'est un travail qui a été mené ces dernières semaines avec beaucoup de soin par les différents services de l'État. Il en sera question avec le Conseil national dès la semaine prochaine. Et moi-même, dès la semaine prochaine aussi, j'engagerai avec les différents responsables ministériels des dialogues avec les forces vives, c'est-à-dire avec les entreprises qui contribuent ou qui assurent la richesse économique, la création d'emplois de la principauté. Et donc il y aura différents secteurs dont je souhaite rencontrer les principaux responsables, qu'il s'agisse du bâtiment et des travaux publics, du tourisme et de l'hôtellerie, ou bien du secteur bancaire et financier, mais également de tous les autres secteurs. Vous vous préparez depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines, à cette nouvelle mission. Vous avez été impressionné par le modèle économique et social monégasque qui est tout à fait unique, hors norme. Alors j'ai été impressionné avant même de savoir que je serais nommé ministre d'État. Tout simplement pour une raison bien simple. Moi je suis je suis un passionné de statistiques. Parce que j'aime les choses précises, les faits, les chiffres. Et c'est ça qui donne une vision incontestable et objective des phénomènes. Je prends un exemple, donc, qui m'a démontré très vite la capacité d'attractivité, la force économique de la principauté, c'est que, au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la zone d'emploi où le chômage est le plus bas, alors je parle avec des chiffres d'avant-crise, c'est la zone d'emploi de Menton, qui a un taux de chômage qui est très bas par rapport à la moyenne régionale, mais par rapport à la moyenne nationale, 7% environ avant la crise. Et tout cela, c'est à cause des 35 000 ou 40 000 emplois détenus ici, à Monaco, notamment par des Français. Et donc, il y a un modèle économique qui est un modèle puissant, qui repose sur l'identité de ce territoire, son attractivité qui est due à son histoire, à sa géographie, au travail qui a été mené sous l'impulsion des princes souverains qui se sont succédés et qui donnent ce résultat. Alors avec, bien sûr, toujours il y a des différents aspects. Je sais que le développement économique, c'est aussi construire des logements, construire des bureaux, construire des équipements. Ça a des contreparties, c'est vrai que ça peut gêner, mais c'est essentiel que d'avoir cette dynamique qui assure la force du modèle. En conclusion, quelles seront vos priorités, avec en toile de fond cette feuille de route, quelles seront vos toutes premières sorties? Je suis allé au Conseil national hier. Je vois aussi les différents services. J'ai vu ceux du ministère d'État hier également. Et donc, j'ai parlé de ces contacts avec les chefs d'entreprise. Et puis aussi,
le week-end, puisque le week-end, notre métier ne cesse pas. C'est ma culture de préfet, et je sais qu'en tant que ministre d'État, ça sera la même chose. Les choses ne s'arrêtent pas. Et il est important d'avoir ce contact, je dirais, physique avec les rues de Monaco, d'être au milieu des gens qui vivent dans ce territoire. Et vous aurez également pour ligne d'horizon cette mer Méditerranée à proximité qui vous est toute chère. Absolument, parce que c'est au bord de la Méditerranée que j'ai passé toutes mes vacances, dans le Var. Depuis toujours, j'ai été préfet de 3 départements méditerranéens, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône et le Var, et maintenant je suis ministre d'État de la Principauté de Monaco. Je crois que la Méditerranée est d'abord certainement la plus belle des mers. C'est un ensemble naturel qu'il faut protéger a priori parce qu'il est fragile, ce milieu naturel. Il est vulnérable et il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour le préserver. Mais c'est aussi un endroit qui est un lieu de croisement de cultures différentes, de mouvements, d'idées, de personnes. Et donc, sur un plan géopolitique, c'est effectivement l'un des endroits au monde qui aura toujours été, depuis l'Antiquité, l'un des plus sensibles et qui aujourd'hui continue à être l'un des plus sensibles. Et donc, Monaco, la principauté de Monaco, étant ancrée profondément dans la Méditerranée, ayant une vision sur la Méditerranée, non seulement le port, mais le balcon sur la Méditerranée que l'on a quand on venait au musée océanographique, par exemple. Tout cela montre que c'est au cœur de la vie monégasque. Et donc, Monaco, par son histoire, par sa géographie, a certainement un rôle essentiel à jouer face aux différents défis que rencontre la Méditerranée. Pierre Dartout, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Et dans l'actualité de ce 3 septembre également, des commémorations, un lancement historique dans l'espace et un volet social, Alexandra Pani. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Nous revenons sur cette réunion entre Didier Gamerdinger et les partenaires sociaux qui s'est tenue hier. En ces temps de crise, le ministre pour les Affaires sociales et la Santé a souhaité aborder avec eux les dispositifs mis en place par le gouvernement pour sauvegarder l'emploi depuis le début de la crise sanitaire. C'était également l'occasion de leur proposer une réflexion commune sur des dispositifs complémentaires. Cette concertation se poursuivra la semaine prochaine. C'est une nouvelle que l'on attendait depuis quelques mois, Alexandra. Patricia, le premier nanosatellite fabriqué à Monaco, a enfin été lancé avec succès hier à 22h51 heure locale. Il était à bord de la fusée Vega, le premier charter européen de l'espace si l'on peut dire. La fusée a décollé de Kourou, en Guyane française. La mission VV16 avait pour objectif de placer en orbite basse 53 satellites pour le compte de 21 clients issus de 13 pays différents. Et parmi eux, le nanosatellite monégasque d'Orbital Solutions. Ce petit satellite pèse une dizaine de kilos et est équipé d'un appareil permettant de récolter des données atmosphériques pour permettre de perfectionner les modèles de prévision météo. Patricia, on attend maintenant de savoir si le nanosatellite monégasque se porte bien. Et en ce 3 septembre, nous commémorons la libération de Monaco. Oui, il s'agit du 76e anniversaire. Traditionnellement, plusieurs temps forts sont attendus dans la journée. Ce matin, vous le voyez sur ces images, plusieurs autorités monégasques et le petit-fils du général de Gaulle, Yves de Gaulle, ont rendu un hommage à la Maison de France. Autre cérémonie plus tard dans la matinée du côté du Conseil national pour honorer la mémoire de 2 résistants, René Borghini et Esther Poggio, fusillés le 15 août 1944 à l'Ariane, à Nice. Une réception a été ensuite donnée en milieu de journée à la mairie. Puis en fin d'après-midi, c'est une cérémonie au cimetière de Monaco qui est venue clôturer ces commémorations avec le dépôt de gerbes de fleurs devant le monument aux morts. Merci Alexandra. Et avant de retrouver l'historien Frédéric Laurent, nous avons souhaité mettre à l'honneur ces anonymes bénévoles, des passionnés, qui chaque année sont au rendez-vous en costume d'époque pour faire revivre cette date marquante. Christinda Tomel est partie à leur rencontre. Ce sont tous des figurants, ce sont tous des gens qui se trimballent eux aussi à droite à gauche. Et nous, par contre, en tant qu'association reconnue par l'armée française,
Nous, on fait les cérémonies patriotiques en France, c'est-à-dire monument aux morts, défilés, et moi particulièrement avec d'autres collègues, on va en Italie, que nous sommes très très bien reçus par les Alpini, qui sont nos homologues, mais avant il y avait une frontière, maintenant il n'y a plus que des montagnes, quoi. Juste une question, vos tenues, vous les trouvez où ? Alors, c'est-à-dire, moi, je fréquentais pas mal de bataillons, puisque j'étais moi-même chasseur alpin dans mon jeune âge. Et autrement, toutes ces tenues militaires, on les retrouve parce qu'en France, beaucoup de magasins, ça s'appelle des surplus de l'armée. Donc, les tenues se retrouvent, disons, facilement, les chaussures, les coiffes, les trucs. On fait un peu le petit soldat, quoi. Avant, on était jeunes, maintenant on est vieux, mais on est toujours des petits soldats, quoi. J'ai également à mes côtés Mathieu Montfort. Mathieu, bonjour. Alors, vous êtes tout jeune. Pourquoi vous célébrez cette date ? En quoi c'est important aujourd'hui pour vous ? C'est important parce que même en étant jeune, Monaco a eu aussi une histoire durant la Seconde Guerre mondiale. Il est important de la souligner et de profiter à faire vivre nos véhicules, l'histoire de Monaco, les plaques commémoratives et de garder et perpétuer ces souvenirs de l'histoire particulière, même avec le coronavirus, mais qui a été aussi en 43, 44, 45 des périodes particulières pour la principauté. Alors depuis tout petit, vous êtes passionné par cette histoire ? Oui, j'ai un peu vécu dedans. Je sais aussi comme histoire que dans ma maison, il y avait eu même les Allemands qui étaient passés en rue Grimaldi. Monaco a eu les Italiens, puis les Allemands. Donc oui, et puis d'histoire qui me passionne. Dans les livres de Monaco, on trouve toujours une anecdote. Monaco n'est pas resté sans rien durant cette période. Et pour nous replonger dans cette journée du 3 septembre 1944, nous raconter presque heure par heure ce qu'il s'est passé, un historien qui connaît particulièrement bien cette période. Frédéric Laurent, bonsoir. Bonsoir. Que célèbre-t-on très concrètement le 3 septembre lorsque l'on parle de la libération de Monaco ? C'est la libération de la ville. En fait, durant la nuit, les derniers Allemands ont quitté le pays et Monaco est un peu une ville ouverte. Et le matin, tous les groupes résistants qui étaient clandestins arrivent en principauté. Il va y avoir des centaines de jeunes résistants, les résistants sont très jeunes. Et ils vont se rassembler en plusieurs endroits de la ville, place de la Crémaillère, mais surtout à partir de midi, place d'Armes. Et c'est effectivement un moment de joie. Effectivement, comme la ville est, comment dirais-je, une ville ouverte, il n'y a pas de combat. Il faut savoir qu'il y a eu une montée en puissance en fait dans toute la région à partir du 15 août, date du débarquement des Alliés. Absolument. Alors, le moment très, très dur et pour la principauté, c'est effectivement ces 19 jours. Ils sont très durs parce que la principauté va être bombardée, il y aura des morts, beaucoup d'ailleurs, et des combats de la résistance contre les Allemands. Puis les troupes américaines arrivent et donc les combats ont lieu à Nice et ont lieu également entre Nice et Monaco jusqu'à Cap d'Aille. À Monaco même, il n'y a pas de combat. Les troupes allemandes vont se retirer progressivement 48 heures plus tôt. Avant de partir, quand même, ils font sauter le fort Antoine et ils font sauter l'usine à gaz. Mais disons, durant la nuit, il y a les derniers Allemands qui quittent la principauté et à ce moment-là, la résistance peut rentrer en principauté sans combat. Alors il y aura quand même encore quelques combats de l'autre côté de la frontière monégasque française, c'est-à-dire après Saint-Roman, du côté de Roquebrune, il y a des combats. Alors il y a eu, dans la nuit qui a précédé cette libération de la principauté, il y avait des unités marines, des bateaux qui tiraient sur le fort du Montagel et celui de la Tête de Chien. Voilà. D'ailleurs, la nuit a été très, très, très bruyante, la nuit qui a précédé la libération. Frédéric Laurent, cette journée du 3 septembre 1944 n'a pas marqué la fin de la guerre. Que s'est-il passé ensuite en principauté dans les jours, semaines et mois qui ont suivi ? Alors, je vous ai dit, c'est la résistance qui prend la ville. Le prince Régnier, qui était en
en froid, on va dire, avec le ministre d'État de l'époque, a quitté le palais quelques jours auparavant. Il va d'ailleurs se montrer dans l'après-midi en principauté, dans cette principauté libérée. Alors, la libération, c'est effectivement, il n'y a plus d'occupation, mais la guerre continue, les Allemands ne sont pas loin. Pardon, excusez-moi. Les Allemands ne sont pas loin, ils sont de l'autre côté de la frontière, ils sont à Vintimille. Ils continuent parfois à envoyer des obus pas loin de la principauté. Et puis la principauté, elle renaît, mais dans des conditions difficiles. Dans un premier temps, les restrictions continuent parce que c'est très difficile d'apporter... Attendez, excusez-moi. J'ai avalé un truc, je ne sais pas quoi. Donc c'est des conditions quand même assez difficiles parce que les restrictions, je dis, continuent et ça va durer quand même pendant plusieurs mois. Alors dans un premier temps, il y a un comité de libération qui prend le pouvoir en principauté, qui est plutôt dominé par les FDP et les dirigeants communistes. Bon, ça ne se passe pas trop mal, mais il y a quand même une épuration qui s'opère. Il y a eu de la collaboration. Il y a, évidemment, on voit les moments toujours difficiles de l'épuration, avec parfois des exactions. Mais globalement, les choses quand même se passent pas trop mal. La seule difficulté, c'est effectivement pour la population de se nourrir. Et donc, ça va, je dis, ça va durer quand même quelques semaines. Et puis progressivement, la principauté va pouvoir retrouver une vie à peu près normale. Et c'est vrai qu'il faut quand même attendre le 25 avril pour que les choses se terminent avec la fin de la guerre en Italie. Plusieurs commémorations ont eu lieu aujourd'hui et comme chaque année d'ailleurs, il est important que cette date reste fédératrice et dans toutes les mémoires. Ben oui, parce que je pense que pour des tas de raisons, la mémoire est une chose très importante. Si on ne veut pas faire les erreurs du passé, il faut connaître le passé. Et je pense que ce moment de l'histoire du XXe siècle, il joue encore un rôle dans notre vie aujourd'hui. Et savoir ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose de très important, en particulier, je pense, pour les gens qui sont jeunes, pour eux, c'est très loin. Moi, je suis d'une génération qui est née juste au lendemain de la guerre, et la guerre, elle était présente dans mon enfance, en permanence. Aujourd'hui, elle est lointaine pour les jeunes générations, et je pense que c'est important que ce souvenir soit aussi un moment de connaissance de ce qui s'est passé. Frédéric Laurent, merci pour ces récits toujours passionnants et qui nous éclairent sur une période de l'histoire qu'il est toujours important de se remémorer. Merci. Alexandra Pagny est de retour avec quelques idées de sorties culturelles. Elles ont rythmé nos soirées d'été. Les représentations du Fort Antoine se terminent ce vendredi avec la pièce de Geoffrey Rouge Carassa, Conseil de classe. À quelques jours de la rentrée scolaire monégasque, c'est une mise en bouche acidulée et pleine d'humour pour tous les parents d'élèves. Dernière date aussi pour le Festival international d'orgue. Oui, Patricia, et une conclusion avec un grand classique du cinéma. Le festival propose dimanche à la cathédrale de Monaco à 17 h Métropolis de Fritz Lang et c'est l'organiste français Jean-Baptiste Dupont qui improvisera à l'orgue. Avant ce ciné-concert, le public pourra assister à 16 h à une conférence de Claude Passé, l'orgue à Monaco du XVIe au XXIe siècle. Et une information pratique pour les amateurs des ballets de Monte-Carlo. La compagnie monégasque sera de retour sur la scène du Grimaldi Forum à partir du 15 octobre avec Altro Canto et Vers un pays sage. Si vous êtes intéressé, la billetterie est à présent ouverte en ligne et sur place. Attention, généralement les places partent toujours rapidement. Et avant cela, si vous êtes en vacances du côté du Pays Basque, sachez que les ballets de Monte-Carlo se produiront au festival Le Tandem de Biarritz les 19 et 20 septembre. C'est noté. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également profiter des nouvelles installations de la piscine du Stade Louis II qui vient de rouvrir, Frédéric Ellion. Effectivement, Patricia, la piscine du Stade Louis II qui a rouvert
ce matin et vous le voyez derrière moi, enfin les nageurs et nageuses sont de retour ici dans le bassin. Vous pouvez aussi l'apercevoir, une piscine New Look. Et pour faire un point sur tous les derniers travaux, nous sommes avec Sylvie Bertrand, directeur du Stade Louis II. Sylvie, bonjour. Bonjour. Bon, elle est magnifique honnêtement cette piscine New Look. Expliquez-nous finalement les derniers aménagements, les derniers travaux qu'il y a eu. Nous sommes entrés cet été dans la 4e phase des travaux. Nous avons fait beaucoup de petits travaux qui ne sont pas forcément très visibles, mais qui préparent à la dernière phase qui aura lieu l'année prochaine. Et j'espère qu'en principe, l'année prochaine, tout sera terminé pour avoir un super centre nautique. Changement de couleur aussi, du bleu, du blanc, ça fait piscine, c'était une vraie volonté. Oui, on est passé du marron et des couleurs des années 80 à quelque chose de plus moderne. Et franchement, globalement, visuellement, c'est une réussite. Alors on le sait, c'est une période un petit peu particulière, il y a forcément toujours des règles sanitaires, des gestes à respecter. Oui, donc nous avons réouvert ce matin avec un protocole sanitaire qui a été mis en place. Nous allons accueillir un petit peu moins de clients à la fois. Nous avons un petit peu moins de casiers, une douche sur 2, enfin tout un tas de petites mesures qui ne devraient pas gêner les utilisateurs. Et il y aura une dernière phase de travaux, Patricia, elle aura lieu l'été prochain et concernera l'accueil des nageurs avec notamment les guichets d'entrée. Et sachez que pour le meeting international de natation de Monte-Carlo, la fameuse étape monégasque du Mare Nostrum, le bassin qui est situé derrière moi sera recouvert de tribunes. Le Mare Nostrum, si tout va bien, ce sera à l'horizon juin 2021. Avant de nous quitter, les prévisions météo, quel temps fera-t-il en cette fin de semaine ? Nous terminerons cette semaine sous une belle journée ensoleillée vendredi. Les températures remontent un petit peu par rapport au début de semaine. Il fera 18 degrés le matin et 25 degrés au plus chaud de la journée. Le soleil se lèvera à 6h56 et se couchera à 20h01. Nous fêterons en ce 4 septembre les Rosalies. Merci, il est l'heure de refermer ce journal en images avec les photographies de Michael Alési. Retour sur les célébrations de la libération de Monaco. Très bonne soirée à tous, à demain, 19h sur Monaco Info.